Chers frères et sœurs, mes chers amis, en été 2017, j'ai réalisé un documentaire sous la forme d'un masterclass de géocréativité, un exercice de recherche appliquée consacré à la crise nord-coréenne qui à l'époque opposait de manière féroce les États-Unis à la Corée du Nord, la Corée du Nord aux États-Unis. Et ce documentaire avait pour titre « Afrique et sciences, facteurs clés de la crise en Corée du Nord ». Ce qui signifie que pour pouvoir comprendre et analyser de manière efficace cette tension qui ont lieu autour de la péninsule coréenne, il faut se tourner vers l'Afrique et avoir comme outil principal de travail la science. Vous aviez pu visionner évidemment ce documentaire exceptionnel sur une autre chaîne YouTube, Pekche Kemet Africa Yamato Japan. Ceci dès le mois de novembre, début novembre 2017. Chers amis, je suis Bahimi Biik, chercheur et théoricien. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, dans quelques jours, je vais mettre en ligne une série de plusieurs heures de documents vidéo consacrés à la crise nord-coréenne. Donc, cet exercice d'analyse est la deuxième étape du programme de recherche que vous connaissez et qui m'a permis d'élaborer et de construire le principe de Pekche. Cette deuxième partie de la recherche, du programme de recherche, c'est la recherche appliquée, c'est-à-dire celle qui suit la recherche fondamentale. Cette fois-ci, je vais mettre en pratique, je vais tester in vivo, n'est-ce pas, la théorie du principe de Pekche pour mesurer sa force d'impact, n'est-ce pas, son efficacité. Au mois de janvier 2018, donc au mois de janvier dernier, le gouvernement sud-coréen, par la voix de sa ministre des Affaires étrangères, Madame Kang Kyung-hwa, a simplement annoncé qu'il ne chercherait plus à renégocier l'accord qui avait été conclu avec le Japon en fin 2015 sur la question des femmes de réconfort. Donc en fait, ces femmes qui s'étaient retrouvées prostituées dans les camps militaires japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ici, je dois faire une remarque importante, très importante. Dans cette déclaration de la ministre des Affaires étrangères, le gouvernement sud-coréen ne fournit aucune explication d'aucune sorte, ni immédiatement, ni dans les semaines ou les mois qui vont suivre. Alors, dans votre esprit émerge une question naturelle, n'est-ce pas? Celle de savoir ce qui a poussé la Corée du Sud à changer d'avis, ce qui a contraint, qui a obligé la Corée du Sud à faire volte-face. On se souvient également que depuis plus de 2 ans, la diplomatie japonaise exige le respect des termes de cet accord du gouvernement sud-coréen qui lui-même, dans le même temps, est soumis à la pression la plus forte possible de son peuple qui, lui, ne veut tout simplement plus entendre parler de cet accord. Il faut le déchirer, le jeter au fond de la mer. Il ne veut plus en entendre parler, c'est le rejet total. Donc, à cette question de savoir ce qui a contraint et forcé les Sud-Coréens à accepter un accord qui est rejeté par tout le monde politiquement et émotionnellement, c'est tout simplement la science africaine. Ce revirement à 180 degrés du gouvernement sud-coréen, c'est la victoire de la science. Ce gouvernement sud-coréen renonce ainsi à 2 éléments stratégiques de sa politique, 2 éléments stratégiques et émotionnels. Alors ici, je parle d'émotion parce que la majorité d'entre vous n'ont pas d'idée précise de ce que c'est que la culture coréenne. À l'intérieur de cette culture, les émotions jouent un très grand rôle. L'émotion ici doit être comprise comme l'opposé de la raison, c'est-à-dire la capacité de penser et de raisonner en se reposant uniquement sur la logique et les faits, n'est-ce pas? Alors, donc, ces 2 éléments stratégiques émotionnels sont, premièrement, une promesse de campagne de l'actuel président sud-coréen Moon Jae-in, qui avait promis à son peuple de ramener le Japon à la table de négociation pour réviser cet accord de 2015 sur les femmes de réconfort, qui est, comme vous l'avez compris maintenant, qui est ressenti comme une humiliation nationale par les Sud-Coréens et même par les Nord-Coréens. Deuxième élément, il doit également faire une croix sur une posture diplomatique anti-japonaise très forte qui fut à l'origine initiée et soutenue par la population coréenne elle-même, sud-coréenne, et par un certain nombre de groupes d'intérêt bien organisés et déterminés
Donc au travers de manifestations de masse qu'ils ont organisées, et puis par la suite, d'érection de statues de jeunes femmes qui représentent ces femmes prostituées dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ceci se passe depuis 2016, donc juste après l'accord, dans toute la Corée et maintenant même à l'étranger, comme par exemple aux États-Unis. Donc, il aura donc suffi de 2 mois, simplement 2 mois, 8 petites semaines, donc après la diffusion de mon masterclass de géocréativité sur cet affrontement Corée du Nord-États-Unis, pour obtenir un premier résultat concret et tangible, qui est ce renoncement de la Corée du Sud à renégocier l'accord. Donc, il aura fallu 8 semaines pour que je puisse prouver que le principe de Peltier fonctionne. Et il fonctionne très bien. Alors, cette décision du gouvernement sud-coréen, obtenue grâce également à vos partages vidéo. Vous vous souvenez que je vous avais demandé dans le chapitre 0 de partager les vidéos que j'allais produire dans ces 8 chapitres qui permettent comme ça de dérouler l'histoire générale de toute la région, donc dans cette région d'Asie du Nord-Est, et puis de rentrer au profond des identités de ces peuples qui s'affrontent, c'est-à-dire la Corée du Sud, la Corée du Nord, le Japon et la Chine, pour comprendre qui sont ces peuples en réalité, pas ce qu'ils nous racontent ou ce qu'il y a dans vos livres d'histoire, afin de pouvoir dégager les forces historiques qui sont en présence, et ainsi dégager de manière scientifique et logique les directions qui doivent nous emmener vers la sortie de crise, n'est-ce pas? Alors, donc, dans ce chapitre 0, je vous demandais de partager les vidéos. Pourquoi? Parce que en 2017, j'avais déjà compris que je n'ai pas le temps d'écrire un livre. L'histoire se passe devant moi, devant nous. Donc, l'histoire se passe devant nous et il faut agir immédiatement. Je n'ai pas connaissance dans l'histoire d'une époque où les historiens ou les chercheurs et théoriciens comme moi n'aient pas eu d'autre choix que d'intervenir directement dans le réel pour pouvoir aider ceux qui sont en prise avec les affaires de la société ou des États à prendre les bonnes décisions, n'est-ce pas? Il n'y a pas le temps d'écrire un livre. Donc il ne faut plus agir comme à l'époque de l'Antiquité ou des temps modernes. Il faut utiliser les moyens que nous avons aujourd'hui, la vidéo, les réseaux sociaux, pour pouvoir accélérer le partage de l'information et faire parvenir les bonnes données aux intéressés afin qu'ils prennent des bonnes décisions. Donc c'est ce que je vous avais demandé à l'époque et c'est ce que vous avez fait. Donc c'est aussi grâce à vous que le gouvernement sud-coréen a plié les Chines. Alors, si le gouvernement sud-coréen renonce, ça signifie là-bas chez eux que les scientifiques sud-coréens ont échoué à renverser les conclusions de mon analyse de ce dossier des femmes de réconfort. Donc, souvenez-vous, j'y avais démontré 2 choses. Première chose, qu'on ne pouvait pas scientifiquement démontrer, qu'on ne pouvait pas scientifiquement prouver que ces 200 000 femmes environ, donc comme l'annonçait le gouvernement sud-coréen et ses scientifiques, donc que ces 200 000 femmes environ avaient été prostituées de force dans les camps militaires japonais. Deuxième chose que je démontrais à l'époque, que dans ces mêmes camps militaires, donc ces femmes prostituées qui s'y trouvaient, bien que nées coréennes, pouvaient être considérées comme des japonaises pour la plupart d'entre elles. Alors, ce masterclass spécial Corée du Nord donc, fut la démonstration féconde d'une approche exclusivement scientifique donc, de cette délicate question des femmes de réconfort, loin des polémiques et des provocations de la presse générale et puis des publications un peu plus sérieuses qu'on peut retrouver dans ces pays, c'est-à-dire le Japon et la Corée du Sud. Et à cette occasion, j'avais donc pu obtenir 2 choses. Donc, une meilleure compréhension des faits historiques de l'époque, c'est-à-dire entre 1880 et puis 1945, et puis une meilleure approche des situations individuelles et personnelles de ces 200 000 femmes qu'il faut considérer et comprendre comme 200 000 cas individuels, 200 000 dossiers individuels et non pas simplement une espèce de grand dossier des femmes de réconfort. C'est comme ça qu'il faut procéder, suivant les habitudes des cours criminels, afin de comprendre réellement ce qui s'est passé, comment chacune d'entre elles a pu se retrouver à un moment donné dans ces camps militaires en tant que prostituée, sans jamais y avoir été forcée. Alors, donc, cette question des femmes de réconfort
nous montre des individus qui se retrouvent pris en tenaille, tout simplement, entre les grands enjeux géopolitiques et stratégiques, donc d'un côté, et puis les intérêts nationaux de leur pays, tant coréen que japonais. C'était le cas à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que les individus vont se retrouver coincés comme ça dans des situations qui les dépassent totalement et être utilisés par des pays qui se battent entre eux. Donc, j'avais donc achevé cette analyse de géocréativité par deux questions très importantes adressées au gouvernement japonais et coréen, mais surtout à leurs scientifiques, parce que ce sont eux qui construisent et valident les approches théoriques de leur diplomatie respective. Donc, pour terminer, je vais m'adresser aux scientifiques. Donc, au départ de l'exercice, j'avais rappelé la position officielle de la Corée du Sud et de ces scientifiques qui disent qu'environ 200 000 femmes ont été prostituées de force dans les camps militaires japonais. Et les Japonais leur répondaient que ces femmes s'étaient prostituées de leur plein gré. Donc, vous avez constaté dans quel cadre s'est formé leur consentement, dans quel cadre elles ont pu décider ou ne pas décider, n'est-ce pas? Alors, donc, ma question pour les scientifiques sud-coréens et les Sud-Coréens, le gouvernement sud-coréen est celui-ci. Donc, puisqu'ils disent qu'elles ont été forcées, alors il faut qu'ils nous expliquent, parce que moi je ne l'ai vu nulle part, il faut qu'ils nous expliquent, donc, scientifiquement, encore une fois, comment, à quel moment et par qui ces 200 000 femmes environ, ces 200 jeunes femmes coréennes ont été emmenées de force dans les camps militaires. Parce que 200 000 femmes ne peuvent pas sortir comme ça d'un territoire même colonial. Ça laisse des traces. Et moi, je les aurais trouvées. Alors, aux scientifiques japonais et au gouvernement japonais, je demande de nous expliquer ce qu'ils appellent ces femmes se sont prostituées de leur plein gré. Hein? On a bien vu comment, dans quel cadre toutes ces populations japonaises et coréennes se trouvaient. Et pour les Japonais, je pense qu'il n'y aura même pas besoin d'avoir leur avis, parce que le gouvernement japonais s'est déjà excusé. Donc, mais je l'ai quand même dit pour la forme, pour que les Coréens et les Japonais aient des questionnements d'un part. Mais les Japonais ont déjà répondu, puisque l'État japonais s'est excusé en reconnaissant sa faute. Donc c'est surtout les Coréens qui doivent ajouter de l'information. Mais s'ils ne répondaient pas, on n'a pas besoin de leur information, on sait comment ça s'est passé. Les Coréens sont devenus Japonais. Et j'ai expliqué comment ça s'est passé. Alors, chers amis, vous vous dites, puisque la Corée du Sud a décidé d'accepter le fameux accord en l'état, donc le problème est réglé, l'affaire est close. Eh bien, pas du tout. C'est même maintenant que l'affaire commence. Un mois plus tard à peine, les hostilités vont reprendre. Donc, dès février 2018, les deux pays, c'est-à-dire le Japon et la Corée du Sud, vont s'affronter sur cette forme de réconfort au sein des institutions internationales. Comme si l'accord qu'elles avaient signé en 2015 et que la Corée du Sud avait validé, en tout cas avait renoncé à renégocier en janvier 2018, n'avait jamais existé. Un accord qu'elles ont elles-mêmes qualifié d'historique, définitif et irréversible. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la Corée du Sud va ramener cette question des femmes de réconfort sur la table lors d'une session du Comité des Nations Unies pour les droits de l'homme à Genève. La réaction du Japon, qui a son représentant dans la salle, est immédiate. Je vais résumer sa réaction. La Corée du Sud doit se concentrer sur le respect de ses obligations contractuelles concernant cette question des femmes de réconfort. Vous avez compris, c'est un véritable dialogue de sourds. Bien, alors, donc, ces comportements officiels en apparence irrationnels et contradictoires des officiels sud-coréens nous indiquent une chose, sans aucun doute possible, que le véritable enjeu entre le Japon et la Corée du Sud, ce n'est pas du tout la question des femmes de réconfort, tel que vous pouvez le penser. Alors, une question, quelle est donc cette matière obscure? Quelle est donc cette question centrale qui oppose les deux pays? Donc, à la recherche d'indices sur l'existence d'une telle possibilité, il faut revenir sur les mois qui ont précédé la signature de cet accord en décembre 2015. Et là, on peut faire trois remarques, n'est-ce pas? On peut noter trois éléments. Premier élément, les équipes diplomatiques et politiques qui étaient impliquées dans les négociations concernant cet accord
vont montrer une soudaine fébrilité dans les semaines qui vont précéder donc décembre 2015. Donc on va dire entre septembre et novembre 2015. Les négociations vont s'accélérer comme s'il y avait une obligation de résultat, comme s'il y avait une date limite pour pouvoir obtenir cet accord, comme s'il y avait une urgence. Deuxième remarque, donc avec le recul, il est bien certain que les États-Unis ne sont pas à l'origine de cet accord et n'y ont joué aucun rôle décisif comme le prétendait à l'époque la presse générale ou la presse internationale, enfin la presse traitant des questions internationales et stratégiques. Sinon, alors il faudrait admettre que ce pays, les États-Unis et ses diplomates méconnaissent les tenants et les aboutissants des relations tendues en permanence entre Japon et Corée du Sud. Pire, il faudrait avancer l'idée que Washington est incapable d'imposer un semblant de discipline dans son propre camp, n'est-ce pas? Troisième remarque, des deux pays, c'est visiblement la Corée du Sud qui avait le moins intérêt à s'engager, qui avait le moins intérêt à signer cet accord. Du moins aurait-elle dû prendre le temps, n'est-ce pas, de consulter sa population qui aujourd'hui maintient les mêmes dirigeants qui ont signé cet accord sous une pression sans nom. Donc au moment de la signature en décembre, on remarque un contraste saisissant entre les déclarations enthousiastes du Premier ministre japonais Shinzo Abe, qui est toujours d'ailleurs Premier ministre, et qui envisageait alors, je cite, une ère nouvelle entre son pays, le Japon, et la Corée du Sud. Et puis de l'autre côté, une réaction beaucoup plus froide, n'est-ce pas, de la présidente sud-coréenne Park Geun-hye, qui visiblement ne croyait pas du tout au contrat que les deux pays venaient de signer. Vous avez certainement remarqué l'entrée en scène de deux personnages très importants, n'est-ce pas, du point de vue politique et aussi du point de vue du rôle qu'ils vont jouer dans notre petite histoire. J'ai nommé le Premier ministre japonais, M. Shinzo Abe, et la présidente de Corée du Sud de l'époque, Mme Park Geun-hye. Cette dernière est entrée en fonction au début de l'année 2013 et va rejeter plusieurs fois la possibilité de rencontre avec son homologue japonais. Ils vont finalement se rencontrer au mois de novembre 2015 à l'occasion d'un sommet tripartite qui aura lieu à Séoul, réunissant Japon, Chine et Corée du Sud. Je rappelle l'importance capitale de ces sommets qui sont normalement annuels et qui permettent à ces pays de se rencontrer de manière formelle au plus haut niveau et d'échanger. C'est un élément stabilisateur dans cette région qui est une véritable poudrière. À la fin de ce sommet, que moi j'appelle le sommet de glace, entre Japon et Corée du Sud, il n'y aura ni conférence de presse conjointe, aucune déclaration commune. Pire, la présidente sud-coréenne, Mme Park Geun-hye, va prendre l'initiative d'exclure le Premier ministre japonais du dîner d'État officiel. M. Shinzo Abe, Premier ministre du Japon, n'aura pas droit à un dîner officiel. Cet acte symbolique est d'une forte puissance. Et tout ceci se passe un peu plus d'un mois avant la signature de notre fameux accord historique, irréversible et définitif sur les femmes de réconfort. Alors, une question. Alors que ces négociations sur ce dossier étaient l'objet de tractations entre officiels que je dirais de moyenne importance depuis près de 2 ans, et compte tenu du grand amour qui animait ce fameux sommet trilatéral entre Chine, Japon et Corée du Sud, il faut se poser la question de savoir ce qui a bien pu se passer pour faire de cette question des femmes de réconfort soudainement un dossier prioritaire, traité cette fois-ci au plus haut niveau et qui débouchera sur la signature d'un accord qui fera grand bruit dans le monde entier et qui provoquera immédiatement dans la population sud-coréenne un grand scandale, de même en Corée du Nord. Alors en conclusion, mes chers amis, je vais simplement vous rappeler que le principe de Paekche, qui est une loi historique, générale et opératoire, fonctionne et elle fonctionne très bien. La recherche appliquée sur la question des femmes de réconfort nous l'a bien démontré. Le principe de Paekche est capable, quel que soit le sujet et quelle que soit l'époque, pour ce qui concerne l'histoire de l'Asie, est capable de nous permettre
d'avoir une analyse juste et de dégager des solutions efficaces. Donc c'est un outil qui doit être utilisé en priorité et sans délai, sans restriction, par les pays de la région du Nord-Est, c'est-à-dire le Japon, la Chine, la Corée du Nord et la Corée du Sud, afin d'avancer vers une stabilité des relations entre ces différents États. Cette histoire des femmes de réconfort, une histoire alambiquée et comme vous l'avez vu, pleine de zones d'ombre, nous aura appris une chose, parmi d'autres, la patience. Alors je vous dis, soyez patients, car c'est l'attitude appropriée. Un jour que je pense très proche, ces deux pays vont eux-mêmes nous raconter ce qui se passe entre eux. Je vais terminer avec deux remarques importantes. Première remarque, la Corée du Sud paye très cher la faiblesse de ses écoles de sciences et son approche conceptuelle erronée qui ont changé ce dossier des femmes de réconfort en affaires politico-diplomatiques, souvent utilisées par l'un ou l'autre des pays comme un moyen de chantage. Jamais cette question, de mon point de vue, jamais cette question des femmes de réconfort n'aurait dû être considérée autrement que sur le plan humain, n'est-ce pas, au bénéfice des survivantes, en souvenir de celles qui ont disparu, et puis sans publicité excessive. Deuxième remarque, l'ensemble de ce dossier, n'est-ce pas, est encore une démonstration de cette réalité forte, puissante, que j'assène en permanence, c'est-à-dire l'urgente nécessité d'implanter la science africaine en Corée du Sud, la vraie science. Cette science qui est orientée vers la recherche de la vérité, celle qui permet la conformité des affaires humaines, des États, avec les mouvements imperceptibles mais puissants et directeurs du cosmos. Ce cosmos, cette nature, cet univers dont nous faisons intimement partie. Chers amis, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.